Ce chapitre est intitulé Séries de Fourier. Ce sont des séries qui représentent un outil fondamental dans l'étude des fonctions périodiques. Et c'est à partir de ce concept que s'est développée la branche des mathématiques connue sous le nom d'analyse harmonique. Dans cette première section, on va étudier les séries de Fourier concernant les fonctions de P périodiques en présentant les conditions suffisantes qui permettent de développer une fonction en série trigonométrique. Dans la deuxième section, on va généraliser cette notion pour les fonctions T périodiques et à la fin, on va voir comment on peut résoudre les équations différentielles ordinaires et les équations aux dérivées partielles en utilisant les séries de Fourier. D'abord, on précise que l'étude d'une fonction périodique par les séries de Fourier comprend deux volets principaux. D'abord, l'analyse qui consiste à déterminer la suite des coefficients de Fourier associés à cette fonction, et puis la synthèse qui permet de retrouver sous certaines conditions la fonction à l'aide de la suite de ces coefficients. Au-delà du problème de la décomposition, la théorie des séries de Fourier établit une correspondance entre la fonction périodique ou bien la représentation temporelle et les coefficients de Fourier en représentation fréquentielle ou spectre en fréquence. Et donc, l'analyse de Fourier peut être considérée comme une nouvelle façon de décrire les fonctions périodiques. On va voir que les opérations telles que la dérivation d'une fonction s'expriment tout simplement en termes des coefficients de Fourier. Et puis, dans la dernière section, on va voir que la construction d'une fonction périodique solution d'une équation différentielle ou bien une équation aux dérivées partielles peut se ramener à la construction des coefficients de Fourier correspondants. Dans cette première section de la décomposition de Fourier, on définit une série trigonométrique comme une série qui s'écrit sous cette forme où les suites AN et BN sont à valeur dans R ou bien C. Et en cas de convergence, on peut noter la somme de cette série trigonométrique par ST et le domaine de convergence de cette fonction S est l'ensemble des valeurs T pour lesquelles la série trigonométrique associée converge. Et puis, cette fonction sera nécessairement de P périodique grâce à la convergence simple de cette série de fonctions. C'est une propriété qu'on a déjà vue lors du chapitre des séries de fonctions. Considérons ce premier exemple de cette série trigonométrique qui converge normalement sur R, puisque le terme général peut être majoré par un majorant uniforme. Il est égal à 1 sur n carré, et c'est un terme associé à une série numérique de Riemann convergente. Et donc le domaine de définition de la somme de cette série est égal à R tout entier. Pour ce deuxième exemple, il s'agit d'une série qui possède un domaine de convergence vide, puisque le terme général ne converge pas vers 0, et donc la série diverge pour toute valeur de t. Pour ce troisième exemple, il s'agit d'une série qui converge sur R tout entier, puisqu'elle converge normalement. En effet, on peut établir cette inégalité quel que soit n supérieur ou égal 4 par récurrence, et puisque le 1 sur n carré est associé à une série de Riemann convergente, donc il s'agit d'un majorant uniforme qui implique la convergence normale de cette série sur R. Et donc le domaine de convergence de cette série est égal à R tout entier. Maintenant, on va entamer le problème inverse qui concerne la décomposition en série de Fourier à la donnée d'une fonction de Pi périodique. Et donc la question qui se pose, est-ce qu'on peut trouver une série trigonométrique dont la somme est la fonction f? C'est une opération qu'on peut effectuer sous certaines conditions appelées conditions de Dirichlet ou encore conditions de Jordan-Dirichlet. D'abord, on va justifier ce résultat qui permet d'intégrer une fonction t périodique sur n'importe quel intervalle de longueur t. En effet, pour établir le premier résultat, on peut effectuer tout simplement ce changement de variable et profiter de la périodicité de la fonction f. Pour justifier le deuxième résultat, on peut utiliser la relation de Charles et profiter encore une fois de ce changement de variable qu'on a utilisé pour établir le premier résultat. Et donc, on peut réduire la troisième intégrale en une intégrale entre
0 et a, puis on la simplifie avec l'intégrale entre a et 0, et on aura tout simplement l'intégrale entre 0 et t de la fonction t périodique. Maintenant, on va établir les différents résultats qui permettent de déterminer les coefficients de Fourier associés à une fonction donnée. En considérant d'abord une fonction de pi périodique, et on suppose qu'il existe une décomposition en série trigonométrique de cette fonction f qui vérifie cette condition qui garantit la convergence normale de la série sur R et donc la convergence uniforme, de telle sorte que f coïncide avec cette décomposition en série trigonométrique. Alors, les coefficients a0, an et bn s'expriment en termes de la fonction f à travers ces trois relations. Et puis, la série trigonométrique est appelée série de Fourier de la fonction f. Pour justifier ces formules, en commençant par établir l'expression de A0 en intégrant les deux membres de ce développement entre n'importe quel intervalle de longueur de pi, c'est-à-dire de longueur qui est égale à la période de la fonction f. On choisit d'intégrer entre moins pi et pi, en profitant du résultat qu'on a établi tout à l'heure, et on profite de la convergence uniforme de la série de Fourier pour pouvoir intervertir l'intégration entre moins pi, pi et la sommation infinie, ce qui permet d'intégrer les fonctions trigonométriques cosinus nt et sinus nt sous cette forme. C'est une sommation qui est nulle, et donc notre intégrale est réduite à 2pi à 0. Et comme ça, on obtient l'expression de A0 en termes de la fonction f. Ensuite, pour établir l'expression de an, on peut multiplier la fonction f par cosinus pt, le p est supérieur ou égal à 1, et puis on intègre entre moins pi et pi les deux membres de l'égalité. En profitant toujours de la convergence uniforme de la série trigonométrique sur R, et donc on peut intervertir encore une fois l'intégration et la sommation. D'une part, l'intégrale de cette fonction peut être simplifiée en linéarisant ce produit en utilisant les formules trigonométriques. Donc c'est une intégrale qui est nulle pour toute valeur de n différente de p. Et la seule valeur non nulle correspond au cas n égale à p. D'autre part, on peut montrer que l'intégrale de ce produit est toujours nulle, quel que soit n et quel que soit p. Et donc, la sommation infinie au niveau de cette égalité sera réduite à un seul coefficient ap fois pi. Et en utilisant la même démarche, on peut établir que l'intégration du produit de f et sinus pt permet de trouver l'expression de b indice p. Il faut préciser ici qu'on a la possibilité d'exprimer le coefficient A0 de la même manière que les AM, sous cette forme, mais cela exige d'exprimer la série de Fourier associée à la fonction f sous cette forme, c'est-à-dire en commençant par A0 sur 2. Et comme on l'a vu d'après la proposition précédente, si f est développable en série de Fourier, alors les coefficients de Fourier sont uniques et par conséquent la série associée est également unique. En ce qui concerne la parité, lorsque f est pair, alors nécessairement les coefficients bn associés aux fonctions sinusoïdales sont également nuls. Tandis que lorsque la fonction f est impaire, les coefficients an associés aux fonctions cosinus sont nuls. Maintenant, on va voir quelques résultats qui concernent la convergence d'une série de Fourier. En commençant par ce théorème de Dirichlet, qui représente un théorème principal pour la convergence des séries trigonométriques, à la donnée d'une fonction de classe C1 de pi périodique, alors la série de Fourier de f converge normalement vers cette fonction f.
On peut affaiblir les hypothèses et également les résultats en considérant le théorème de Jordan-Dirichlet, pour lequel on considère une fonction de classe C1 seulement par morceau sur R. Dans ce cas, la suite des sommes partielles associée à la décomposition en série de Fourier converge vers cette moyenne, c'est-à-dire que la somme de la série de Fourier converge vers la régularisée de la fonction f, qui représente la moyenne de la fonction f au point t. Une remarque très importante qu'on peut noter à partir de ce résultat de Jordan-Dirichlet est que cette convergence de la somme de la série de Fourier est mauvaise au point de discontinuité. C'est-à-dire que l'approximation de la fonction f par la suite des sommes partielles Sn associée à cette décomposition donne une mauvaise approximation au point de discontinuité. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs-Wilbraham. Pour illustrer ce phénomène de Gibbs, on considère cet exemple d'une fonction 2π périodique définie sur moins pi sous cette forme. C'est un signal carré, continu par morceau sur l'intervalle moins pi, dérivable à gauche et à droite en tout point de cet intervalle. Donc c'est une fonction qui vérifie les conditions du théorème de Jordan-Dirichlet. Également, la fonction est impaire et donc les coefficients an du développement en série de Fourier sont nuls. C'est-à-dire qu'on a à calculer seulement les coefficients bn. On obtient cette expression et donc la suite des sommes partielles associées à la décomposition en série de Fourier s'exprime sous cette relation. Ensuite, on représente sur ces figures la suite des sommes partielles d'ordre 10, 50 et 250. Où on peut remarquer que lorsque n devient grand, l'amplitude des oscillations tend vers une limite strictement plus grande que l'amplitude de la discontinuité, alors que la largeur de la zone d'oscillation tend vers 0. On définit maintenant la notion des harmoniques à la donnée d'une fonction développable en série de Fourier. Alors, pour tout n supérieur ou égal à 2, cette quantité est appelée l'harmonique de la fonction d'ordre n. Et pour n égale à 1, cette quantité est appelée l'harmonique principale de la fonction ou bien l'harmonique fondamentale. Pour bien comprendre cette notion d'harmonique, on considère sur cette figure les vibrations d'une corde qui engendre un son associé à une guitare ou bien de piano et qui représente la somme de la fréquence principale qui donne la hauteur de la note jouée et des autres fréquences, c'est-à-dire les harmoniques qui sont toutes multiples de la fréquence principale. Revenons maintenant à l'exemple carré qu'on a considéré tout à l'heure, qui vérifie les hypothèses du théorème de Jordan-Dirichlet et qu'il s'agit d'une fonction impaire. On a déjà établi que les coefficients Bn s'expriment sous cette forme et qu'on peut simplifier en séparant les cas pour n pair et n impair. Ainsi, on obtient l'expression du développement en série de Fourier associée à cette fonction sous cette forme, sur lequel on peut lire l'expression de l'harmonique principale d'indice 1, qui n'est autre que 4 sur pi sinus de t, et les harmoniques d'indice supérieur ou égal à 2 sont exprimées par cette relation. Et parmi les applications qu'on peut trouver en utilisant les séries de Fourier, c'est la possibilité de déterminer la somme de quelques séries numériques. Par exemple, en considérant la valeur pi sur 2, qui est un point de continuité pour la fonction x, et donc le théorème de Dirichlet garantit la convergence de la série numérique pour t égale à pi sur 2 vers x pi sur 2.
qui est égal à 1. Et par conséquent, on obtient que la valeur de cette série numérique est égale à pi sur 4. Considérons maintenant un autre exemple d'un signal triangulaire défini par cette expression sur l'intervalle moins pi, pi. Il s'agit d'une fonction continue sur R, dérivable à gauche et à droite en tout point de R. De plus, cette fonction est paire, et par conséquent, les coefficients Bn associés aux fonctions sinusoïdales sont nuls. C'est-à-dire qu'on va calculer seulement le coefficient A0, qui est égal à pi sur 2, et à partir de n égale à 1, on peut exprimer les coefficients à n sous cette forme. C'est une expression qu'on peut encore simplifier en séparant les cas n pair et n impair, ce qui permet de trouver l'expression de la série de Fourier qui converge vers la fonction x, puisque cette fonction est continue sur R. On considère sur ces deux figures l'approximation de la fonction x de t par la suite du son partiel d'ordre 3 et d'ordre 200. Et on peut remarquer que lorsque l'ordre d'approximation est trop grand, la suite du son partiel coïncide avec la fonction. Passons maintenant à la notion de la représentation fréquentielle qui représente l'une des applications de la décomposition de Fourier. Je rappelle que l'expression des harmoniques d'ordre n peut être exprimée sous cette forme où an et phi n sont déterminés par ces deux relations. Et donc, la somme de la série de Fourier s'exprime sous cette forme condensée et qui apparaît comme la somme d'un terme constant à 0 qui représente la valeur moyenne de la fonction f sur une période de pulsation égale à 1 et d'amplitude égale à 1,1, c'est-à-dire l'harmonique principale ou fondamentale H1, et d'une infinité de signaux sinusoïdaux de pulsation 2, 3, etc., d'amplitude A2, A3, et ainsi de suite. Ensuite, on peut introduire l'impulsion de Dirac delta t pour définir la représentation fréquentielle d'une fonction f à travers cette relation très intéressante qui permet de caractériser un signal par son spectre de fréquence. C'est une opération qui permet de mettre en évidence l'importance de l'harmonique fondamentale ainsi que la décroissance plus ou moins rapide des amplitudes des harmoniques de rang élevé. Également, à travers cette relation, on peut déterminer le nombre d'harmoniques nécessaires pour transmettre la quasi-totalité de l'énergie d'une fonction. Et c'est une propriété associée notamment à la notion de la bande passante. Dans cette relation, les coefficients AN représentent les composantes du spectre en fréquence ou bien spectre d'amplitude en fréquence de la décomposition en série de Fourier. Et la représentation fréquentielle sur cette figure est formée de pics de Dirac de poids égal au module de l'amplitude AN, répartie sur tout l'axe des fréquences positives et négatives. Et par convention, on dessine chaque amplitude avec une hauteur proportionnelle à son poids, c'est-à-dire le module de AN. Et si jamais notre fonction de départ est impaire, toutes ces amplitudes à droite seront tracées à gauche par symétrie par rapport au centre du repère. C'est ce qu'on appelle la représentation fréquentielle bilatérale d'une fonction impaire de pi périodique. Considérons l'exemple de tout à l'heure du signal carré impair, pour lequel l'expression du spectre s'écrit sous cette forme. Et donc, en calculant les trois premières valeurs significatives associées à la fréquence nulle, la fréquence f0 et la fréquence 3f0, on peut représenter ces fréquences sur cette figure, dans laquelle les amplitudes à gauche représentent la symétrie des amplitudes à droite par rapport à l'origine, puisque le signal de départ x est une fonction impaire. En ce qui concerne le spectre du signal triangulaire,
Il s'agit d'une fonction paire et donc la représentation fréquentielle est répartie à droite et à gauche suivant les fréquences positives et négatives par symétrie par rapport à l'axe du spectre. Également ici, on peut représenter par exemple les trois premières valeurs significatives, c'est-à-dire non nulles, pour la fréquence nulle, la fréquence f0 et la fréquence 3f0. On va voir maintenant une autre façon qui permet de présenter la série de Fourier associée à une fonction. Il s'agit d'une forme complexe qu'on peut obtenir à partir des expressions de cosinus et sinus par les formules d'Euler. Ensuite, on peut factoriser par exponentielle int et exponentielle -t pour obtenir cette forme complexe de la série de Fourier associée à la fonction f, où le coefficient C0 correspond à A0 et les coefficients Cn sont exprimés en termes des coefficients An et Bn sous ces formes. Également, on peut retrouver les coefficients Ck pour toute valeur de k dans Z en termes de la fonction f à travers cette intégrale. À partir de ces formules, on peut voir que la détermination des coefficients An et Bn revient à déterminer les coefficients Ck. Mais on va voir que parfois, la forme complexe est souvent plus commode, notamment pour la résolution des équations différentielles. Ensuite, on signale que lorsqu'on veut préciser la fonction, on note CNF pour indiquer les coefficients de Fourier associés à la fonction f. On note également Sn de f pour exprimer la suite des sommes partielles associée à la décomposition de Fourier de f. Et finalement, on note SF pour indiquer la somme de la série de Fourier relative à la fonction f. Maintenant, on va étudier la décomposition des fonctions t périodiques comme généralisation des fonctions de p périodiques. Là, il faut noter que parmi les fonctions t périodiques remarquables, on trouve cosinus n oméga t, sinus n oméga t, et puis exponentielle in oméga t, où oméga représente la pulsation associée à la période t. Et donc la question qui se pose, comment décrire les autres fonctions comme combinaison linéaire de ces fonctions t périodiques? Pour répondre à cette question, on va établir ce résultat dans lequel on considère une fonction t périodique continue par morceau. Alors, les coefficients complexes et les coefficients An et Bn sont exprimés en termes de la fonction f par ces relations. Et donc, on obtient les deux expressions de la décomposition en série de Fourier, la forme complexe et la forme usuelle. Pour justifier ces formules, et en considérant une fonction f t périodique continue par morceau, on peut par exemple considérer la fonction g de t définie par cette expression et qui est de pi périodique, ce qui permet de la développer en série de Fourier sous cette forme pour récupérer l'expression des développements en série de Fourier associée à la fonction f. Également, en exprimant les coefficients de Fourier associés à la fonction g, et en effectuant un certain changement de variable, on peut trouver l'expression de ce coefficient A0 en termes de la fonction f. Et en utilisant la même démarche, on retrouve les expressions des coefficients An et Bn en termes de la fonction f. Et finalement, en profitant de la relation entre les coefficients complexes Cn et les coefficients An et Bn, on peut établir cette relation générale qui permet de retrouver directement les coefficients complexes de la décomposition en série de Fourier de la fonction f. Le résultat principal associé à la convergence de la série de Fourier pour une fonction t périodique est celui du théorème de Jordan-Dirichlet, dans lequel on considère une fonction à variable réelle et à valeur complexe de classe C1 par morceau et t périodique. Alors,
la série de Fourier de f converge simplement sur R vers la régularisée de la fonction f. La justification de ce résultat est bien détaillée sur le fichier PDF. Je signale que la démonstration du théorème de Jordan-Dirichlet est basée sur ce lemme de Lebesgue, pour lequel on montre que cette intégrale converge vers 0 lorsque lambda tend vers plus l'infini, pour une fonction continue par morceau sur l'intervalle AB. En effet, pour le cas particulier f égale à 1, cette propriété est évidente en passant par la détermination de la primitive de la fonction exponentielle. Le deuxième cas particulier qu'on peut traiter, c'est lorsque f est une fonction en escalier sur l'intervalle AB. Et donc on peut utiliser le résultat qu'on a déjà établi dans le premier point en utilisant la relation de Charles. Pour le troisième cas, on considère une fonction continue par morceau sur l'intervalle AB, et donc on peut profiter de la possibilité de l'approximation de cette fonction par une fonction en escalier, ce qui permet par la suite de majorer cette intégrale par cette quantité, et de plus, on peut profiter du résultat qu'on a établi dans le deuxième point pour majorer cette intégrale également. Et donc, en regroupant ces deux résultats, on peut majorer l'intégrale qui fait l'objet du lemme de Lebesgue par cette quantité, ce qui implique que cette intégrale converge vers 0 lorsque lambda tend vers plus l'infini. Maintenant, on va présenter un résultat très important qui concerne les coefficients de la décomposition de Fourier de la dérivée d'ordre P de la fonction f. À la donnée d'une fonction f à variable réelle et à valeur complexe continue et t périodique de classe Cp par morceau sur l'intervalle 0t. Alors, les coefficients associés aux dérivées de f sont exprimés par cette relation. En effet, en explicitant la relation du coefficient de la décomposition de Fourier, Cn, on peut effectuer une intégration par partie où ce terme est nul grâce à la périodicité de la fonction f, ce qui permet d'exprimer le coefficient de Fourier Cn en termes de coefficient Cn associé à la fonction f' sous cette forme. C'est un résultat qu'on peut généraliser par récurrence sur l'antinaturel P. On va voir dans la dernière section que ce résultat est très important pour pouvoir résoudre des équations différentielles. Ensuite, on peut bien remarquer que la limite de ce terme est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini, puisque les coefficients Cn associés aux dérivées de f sont associés à une série numérique convergente. C'est un aspect fondamental des séries de Fourier qui indique que les propriétés de régularité d'une fonction périodique f se traduisent en termes du comportement à l'infini de la suite de ces coefficients de Fourier Cn. Passons maintenant à l'étude de quelques résultats qui concernent les théorèmes de convergence en moyenne quadratique. Et dans cette partie, on s'intéresse à établir la formule de Parseval pour le cas particulier d'une fonction f de classe C1. C'est une formule qui permet d'identifier l'intégrale du carré d'une fonction f, t périodique, à la somme des carrés de ses coefficients de Fourier. En général, il y a un cadre fonctionnel qui permet de calculer les coefficients de Fourier, c'est celui de l'espace des fonctions continues par morceau de période t, à valeur réelle ou complexe. C'est un espace qu'on peut munir d'un produit scalaire défini par cette expression pour le cas des fonctions à valeur réelle et d'un produit hermitien pour le cas des fonctions à valeur complexe. On associe à ce produit scalaire la norme de la convergence en moyenne quadratique donnée par cette formule. Et donc le premier résultat associé à cet espace euclidien, c'est que les fonctions exponentielles in oméga t
forment une famille orthonormale pour le produit scalaire qu'on a déjà défini. Également, les fonctions cosinus n oméga t et sinus n oméga t forment une famille orthogonale pour ce produit scalaire. En effet, il suffit d'utiliser la définition du produit scalaire pour les deux fonctions exponentielles et par une simple intégration, on peut vérifier le premier résultat qu'on peut exprimer parfois en utilisant ce symbole de Kronecker, delta PQ, c'est-à-dire que ce produit est égal à 1 lorsque P est égal à Q et il est égal à 0 tant que le P est différent de Q. Pour établir le deuxième résultat, on peut utiliser la même chose, c'est-à-dire la définition du produit scalaire pour les fonctions cosinus et sinus. En particulier, on note ces deux formules pour n égale à 0 et pour n supérieur ou égal à 1. Et en se basant sur un résultat qu'on a déjà présenté, on aura toujours la possibilité d'établir les mêmes résultats en considérant les conditions de la décomposition de Dirichlet sur n'importe quel intervalle de longueur t. Ensuite, on peut montrer d'autres résultats, toujours en relation avec l'espace euclidien des fonctions t périodiques continues par morceau. À la donnée de cette suite des sommes partielles associées à la décomposition de Fourier de la fonction f, et en notant ENT, ces fonctions exponentielles, alors on peut établir ce premier résultat qui indique l'identité entre la norme de la suite des sommes partielles Sn et la somme des carrés des coefficients de Fourier. Ensuite, on peut montrer que ces deux fonctions sont orthogonaux par rapport au produit scalaire sur l'espace euclidien. Et troisièmement, on peut établir cette formule de Pythagore. En commençant par le premier résultat, il s'agit d'un simple calcul euclidien dans lequel on utilise la définition du produit scalaire associé à l'espace euclidien. Ensuite, on utilise la symétrie hermitienne et le fait que la famille exponentielle est orthonormale, ce qui est exprimé par ce symbole de Kronecker qui est égal à 1 seulement pour le cas P égale à Q. Et donc, cette double sommation sera réduite à une seule sommation des carrés des coefficients de Fourier. Pour établir le deuxième point de l'orthogonalité des deux fonctions f-Sn et Sn, on peut tout simplement exprimer la suite de son partiel, et puis on profite de la linéarité du produit scalaire pour pouvoir faire sortir la sommation à l'extérieur. Ensuite, on utilise le fait que la famille des fonctions exponentielles En est orthonormale, et donc ce produit scalaire va engendrer seulement un seul coefficient Cn, qui est égal à la norme de la suite de son partiel Sn d'après le premier résultat. Et par conséquent, on obtient que les fonctions f moins Sn et Sn sont deux fonctions orthogonales pour le produit scalaire associé à l'espace euclidien. Et finalement, pour justifier la formule de Pythagore, on peut calculer le carré scalaire de f en utilisant cette expression, c'est-à-dire en multipliant le membre à gauche par f et le membre à droite par f moins Sn plus Sn. On obtient cette expression qu'on peut simplifier grâce à l'orthogonalité de ces deux coefficients dont le produit scalaire est nul. On va montrer maintenant l'inégalité de Bessel, qui représente une composante essentielle de la formule de Parseval. Il s'agit de montrer que la série des carrés des coefficients de Fourier sont majorés par la norme au carré de f relativement au produit scalaire de l'espace euclidien. En effet, il suffit de rappeler que la norme au carré de la suite des sommes partielles est bien majorée par la norme au carré de la fonction f.
ce qui permet de faire tendre le n vers l'infini pour établir l'inégalité de Bessel. Une conséquence très importante de Bessel est la convergence de la norme de Cn vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Pour justifier ce résultat, il suffit de noter que le module de Cn est associé à une série convergente et donc nécessairement le terme général converge vers 0 lorsque n tend vers l'infini, ce qui implique également la convergence des coefficients an et bn vers 0. Maintenant, si on dispose d'une fonction t périodique continue et de classe C1 par morceau, alors la série des coefficients de Fourier converge absolument vers f, et la série de Fourier converge uniformément vers f sur R. Et puis, si cette fonction elle est de classe Cp, alors il existe une constante m qui permet de majorer les coefficients Cn à travers cette inégalité. Pour justifier le premier résultat, on peut utiliser le lemme dans lequel on a établi une relation entre les coefficients de Fourier de f et les coefficients de Fourier de f' à travers cette égalité. Et en utilisant cette inégalité, dans laquelle ce terme est associé à une série de Riemann convergente, et puis ce terme est également associé à une série convergente en utilisant l'inégalité de Bessel qu'on vient d'établir tout à l'heure. Ce qui implique que la série des modules des coefficients de Fourier convergent également, et donc on obtient la convergence normale et puis uniforme vers la fonction f par le théorème de Dirichlet. Ensuite, pour justifier le deuxième point, et en utilisant toujours le lemme qui établit la relation entre les coefficients de f et les coefficients de f', on peut établir cette inégalité en considérant m égale à cette quantité. Maintenant, pour établir le théorème de Parseval dans le cas particulier d'une fonction f de classe C1, il suffit de traiter le cas des coefficients Cn, et donc on peut déduire le même résultat pour les coefficients an et bn. À la donnée d'une fonction f de classe C1 t périodique développable en série de Fourier, alors on peut établir cette formule de Parseval. En effet, on a déjà établi dans un résultat précédent cette égalité, et donc en profitant de la limite de ce terme vers 0 lorsque n tend vers l'infini, grâce à la convergence uniforme de la série de Fourier vers f, on aura tout simplement l'expression de la formule de Parseval sous cette forme. Il faut noter qu'il y a plusieurs aspects pour l'application de la décomposition de Fourier, notamment en ce qui concerne la formule de Parseval, qui traduit le fait que l'énergie d'un signal est égale à la somme des énergies des harmoniques. Et c'est une formule qui permet également de calculer la somme des séries numériques de ce type. Considérons par exemple cette fonction qu'on a déjà traitée et pour laquelle la série de Fourier s'écrit sous cette forme. Alors, en utilisant la formule de Parseval, on aura cette égalité qui permet par conséquent d'établir la somme de cette série qui est égale à pi carré sur 8. Ensuite, si cette intégrale est égale à 1, alors le carré du module de f définit une densité de probabilité sur l'intervalle moins pi pi, ce qui permet de définir les valeurs moyennes des variables aléatoires définies sur cet intervalle. Par exemple, en mécanique quantique, cette quantité représente la densité de probabilité qu'une particule se situe à l'abscisse t. Et on peut définir également la probabilité que la particule se situe sur l'intervalle AB par cette intégrale. Un autre aspect de la formule de Parseval, c'est que cette intégrale représente également le carré de la valeur efficace d'un signal f. Et en ce qui concerne la décomposition en série de Fourier d'un signal périodique, c'est une opération qui permet de le filtrer, c'est-à-dire d'en éliminer les harmoniques de fréquence trop hautes ou trop basses.
Passons maintenant à la troisième section, dans laquelle on va essayer de résoudre des équations différentielles en utilisant les séries de Fourier. En commençant par les équations différentielles ordinaires, qu'on peut résoudre en remplaçant la solution dans l'équation différentielle par cette expression de la forme complexe de la série de Fourier. Et ensuite, on identifie les coefficients Cn associés à chaque fonction exponentielle. Prenons par exemple cette équation différentielle d'ordre 2 homogène et pour laquelle on s'intéresse à trouver des solutions de pi périodiques. La méthode consiste à considérer une solution qui s'écrit sous cette forme complexe de la série de Fourier. Ensuite, on la dérive deux fois pour pouvoir remplacer dans l'équation différentielle pour obtenir cette relation. Et puisque la série des coefficients de Fourier converge, cela permet d'établir cette formule de récurrence entre les coefficients Cn pour tout entier relatif. Et par conséquent, on peut établir que ces coefficients sont nuls et les coefficients pour les entiers naturels supérieurs ou égaux à 0 sont exprimés par cette formule en termes de coefficient C0.